Salam alaikum, Zoul, bonsoir. C'est avec nos propres forces et nos faiblesses que le régime a toujours parvenu à nous dominer. Avec nos richesses, nos enfants dont il a fait ses policiers et ses soldats, non pas pour assurer l'ordre public ou défendre nos frontières, mais pour nous opprimer, nous réduire au silence, à la servitude. Avec la justice du peuple, censée rendre service au nom du peuple, mais que ce régime utilise pour nous réprimer lorsque nous le contestons. C'est avec nos richesses qu'ils pillent par ailleurs, qu'ils dévastent, qu'ils gaspillent, qu'ils offrent gracieusement aux puissances étrangères qui le protègent et l'imposent à nous. C'est avec ces richesses qu'il graisse les rouages de sa machine à opprimer. C'est aussi et surtout en puisant dans la haine recuite, en l'attisant, cette haine qu'il a lui-même inséminée dans notre sein et qu'il parvient, grâce à cette haine, à nous disperser, à semer entre nous la zizanie, à nous dresser les uns contre les autres, jusqu'à l'exécration, jusqu'à l'envie d'en découdre, nous contre nous. La situation que nous vivons en Algérie est pourtant claire, simple, sauf que les opportunistes de tout poil font tout pour la brouiller, la faire paraître complexe. En fait, pour parler de façon claire, sans fioriture, sans vaine circonvolution, il est juste question d'un pays pris en otage par des prédateurs, par une vraie mafia, une bande de malfaiteurs, qui s'est confectionné une honorabilité de pure façade, qui s'est accaparé l'armée, toutes les forces de sécurité, l'administration, les institutions, voire même la légitimité révolutionnaire. Et il a tant sévi, ce régime, qu'à la fin, comme il est arrivé à la cruche, qui est tant allée à l'eau qu'à la fin elle s'est brisée. Et ce régime a tant sévi qu'il en est parvenu à compromettre de façon presque irrémédiable l'existence même de la nation, son devenir. Sa prédation et son incompétence ont été telles que tout le peuple a compris que le moment était venu de se décider à se libérer de cette emprise mortifère. Pour faire simple, c'est un peuple qui tente de se libérer de cette prise en otage de sa propre nation par une mafiocratie qui ne peut ni s'amender, ni même négocier la restitution du pays à ses citoyens. C'est aussi simple que ça. Mais c'est compter sans ce régime et sans son obstination à ne pas vouloir lâcher la proie. Les éléments qui compliquent ce qui est si simple à comprendre sont aussi nombreux que variés. Tout un faisceau de méthodes qui ne se refusent aucun moyen, que ce régime utilise sans compter. En voici quelques-unes pour l'exemple. Une propagande fondée sur le mensonge systémique, ça veut dire qui fait partie du régime lui-même, le mensonge. Mentir, altérer, déformer, calomnier, s'inventer des épopées, s'arroger des vertus, alléguer des intentions, user des médias et de tous les moyens de communication pour tromper l'ennemi qu'est le peuple. Inverser les rôles et les engagements des uns et des autres
en faisant passer les révolutionnaires pour des traîtres et les prédateurs pour les sauveurs de la République. User de la force légale, légale entre guillemets, sous toutes ses formes pour réprimer toute velléité de libération. Exiger des institutions, je mets les guillemets parce que ce sont des façades en trompe-l'œil, et user de la fraude électorale de façon systématique pour cacher le vrai pouvoir de la junte derrière des façades institutionnelles trompeuses. Se servir de l'argent du peuple pour anesthésier les masses, comme ils disent, en leur permettant une surconsommation sans contrepartie en travail, et corrompre par cercles concentriques dégressifs des catégories sociales pour en faire des alliés naturels du régime. Offrir des concessions en tout genre, des concessions indues à des puissances étrangères pour se maintenir au pouvoir grâce à leur protection, grâce à leur soutien. Pratiquer la diversion sous toutes ses déclinaisons pour détourner la concentration du peuple de ses objectifs principaux. Tout entreprendre pour le diviser, endresser les communautés les unes contre les autres, et une infinité d'autres manœuvres aussi chafouines les unes que les autres, dans le silence, dans la passivité, voire même dans la connivence très active de la pseudo-intelligentsia. La panacée de secours, l'ultime plan B que ce régime tient au chaud, lui qui s'accroche de toutes ses griffes et de tous ses crocs, pourrait être de précipiter le pays dans la violence, de préférence intercommunautaire, pour pouvoir revêtir son costume de sauveur de la République, une fois encore. تبون la posture du Khadra فوق عشاء
C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, aujourd'hui, nous avons pensé à inviter plusieurs acteurs, un tant soit peu connus, plus ou moins connus, du Hirak, qui active beaucoup. Nous allons en avoir au moins une dizaine, donc à qui nous allons demander de nous parler un peu de ce qui se passe, et notamment et surtout de 3 points particuliers du vendredi 47, demain, ce qu'ils attendent de demain, de vendredi. Nous allons aussi leur demander de nous parler un peu de cette révision constitutionnelle que nous concocte M. Tebboune, alors que le peuple n'a pas demandé cela. Le peuple, depuis 10 mois, il ne fait que demander un processus constituant pour aboutir à une assemblée constituante qui pourrait donc, assemblée constituante désignée par le peuple seulement, qui pourrait donc proposer une mouture de constitution au peuple algérien, qui pourrait l'adopter ou non par voie référendaire. Et nous parlerons aussi de cette suprématie de l'armée, de l'état-major de l'armée sur la politique. Comme d'habitude, malgré cette façade qu'ils ont réussi à nous imposer en fait accompli, cette façade qui s'appelle Tebboune, qui a été élu à 8% à peu près, et dont on nous dit qu'il aurait été élu à presque 40% de l'électorat, ce que tous les Algériens savent que ce n'est pas vrai. Et donc nous allons commencer par Aqila Lazari, médecin, militante pour la démocratie. Aqila Lazari, merci d'être avec nous. Bonsoir Temaddine, bonsoir aux invités et à tous les téléspectateurs. Merci. Alors, Aqila, d'abord, si nous commencions par le vendredi 47, demain, à quoi vous vous attendez en Algérie particulièrement, puisque en France, c'est le dimanche pour ce qui est de Paris et d'autres journées, comme samedi pour Lyon et d'autres journées pour Marseille. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait le même vendredi que tous les vendredis qui sont passés maintenant depuis plusieurs mois. Je pense que les Algériens continueront à sortir, d'autant plus que les intentions du pouvoir en place ne s'améliorent guère. C'est-à-dire qu'on voit bien que, voilà, après l'élection qui est passée en force, un gouvernement ils auraient pu, Tebboune aurait pu avoir l'intelligence, ou même ceux qui sont aux commandes de l'État, auraient pu avoir l'intelligence de faire un geste de sincérité vis-à-vis de la révolution qui est en cours et réellement choisir un gouvernement qu'on pourrait qualifier de technocrate, de jeunes, de gens sains, de gens sur lesquels on ne pourrait pas jeter de discrédit, ce qu'ils n'ont pas fait. Et puis là, encore une fois, cette question de révision constitutionnelle, là où les gens veulent aller vers un processus constituant, c'est encore une fois une manière de se discréditer soi-même, mais c'est très bien. Moi, j'en suis ravie parce que au moins ça permettra aux gens pour les plus sceptiques ou ceux qui doutent, de se rendre compte que ce pouvoir n'a pas changé, ne change pas et ne changera jamais, et que pour arriver à concrétiser nos aspirations, il faudra continuer à sortir, il faudra continuer à se mobiliser pour pouvoir arriver à nos aspirations. Mais Aqila Lazari, un des gens qui suivent le Maghrébia, qui intervient beaucoup sur le Facebook, a écrit un texte remarquable où il nous dit, très justement d'ailleurs, qu'il a remarqué que nous sommes plutôt dans la réactivité. Le Hirak, j'entends, hein, la révolution. Elle manifeste chaque mardi, chaque vendredi. Et lorsque le régime commet une outrance encore plus grosse que d'habitude, il sort encore plus. Quand il se fait tout petit, les gens sortent un peu moins. Ils sont dans la réactivité. Et on dirait que tout le monde a pris le pli. Ce régime qui s'accommode très bien
des manifestants, qu'il a appris à gérer de loin, à ne plus réprimer aussi durement qu'il le faisait. De temps en temps, il apporte quelques mesures d'apaisement en relâchant quelques détenus politiques. Les gens ont pris une sorte de pli aussi d'aller manifester le vendredi et le mardi, mais sans plus, sans réellement obtenir de véritables changements. La meilleure preuve en est qu'aujourd'hui, Tebboune, qui a été élu par les peu d'électeurs à 8%, est passé président de la République et on nous dit qu'il a été élu à 40%, tout en nous regardant comme ça, hein, dans le blanc des yeux. Alors, est-ce que nous allons continuer comme ça à sortir, manifester et laisser ce régime commettre ce qu'il veut commettre et emmener le pays droit au mur comme il est en train de le faire très bien? Je pense qu'on ne se rend pas très bien compte, mais il a fait ça depuis le début et il y a eu un tas de maladresses vis-à-vis de la rue qui ont fait qu'il y a eu quand même un effet secondaire qui est contraire à ce qui a été désiré, à savoir qu'il y a eu des agressions vis-à-vis des revendications populaires qui n'ont fait que galvaniser le peuple. Après, je pense aussi, et je l'ai toujours dit, que c'était une méthode et que pour nous, c'est réellement, pour eux en tout cas, c'est des distracteurs. Les distracteurs, c'est je vous jette quelque chose et moi, ça me permet de faire passer soit du temps, soit des lois ou de passer tout simplement mon chemin. On se rend compte quand même aujourd'hui que la feuille de route qui est en train d'avoir lieu, c'est celle de Bouteflika. Les élections ont eu lieu au moment voulu. On est parti sur une révision constitutionnelle telle qu'ils le désirent, parce que comme ça leur permettra de créer un nouveau chiffon qu'ils vont violer autant de fois qu'ils le veulent. Ils ont créé des distracteurs. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence populaire, encore une fois, parce qu'il y a une lame de fond qui est réelle, il y a des revendications qui sont réelles. Alors peut-être on a l'impression comme ça que c'est lent, on a l'impression que le résultat ne vient pas tout de suite, mais il n'empêche que le contre-pouvoir est là. Et ça, c'est essentiel. Il ne faut pas sous-estimer les acquis de la Révolution. On est en train de repolitiser de manière massive la société. On est en train d'apprendre à se réapproprier notre histoire, à se réapproprier l'espace public. Évidemment, il ne faut pas se contenter de ça. Il faut aller de l'avant, mais il est temps quand même de structurer les choses. Il est temps que les gens ou les personnes qui sont connectées à la chose politique et qui ont baigné dans cette révolution depuis plusieurs mois, il est temps qu'elles se lèvent, qu'elles le disent et qu'il faut fédérer tous ces projets-là. Parce qu'à un moment donné, il va falloir aller à un affrontement direct. Je parle de l'affrontement d'idées. Et pour aller à un affrontement direct, il faut fédérer toutes ces idées qui ont émergé depuis plusieurs mois au sein du peuple, les mettre toutes en exergue, les mettre ensemble pour pouvoir avoir de quoi aller négocier demain et très rapidement. Merci Aqila Lazari, au plaisir de vous retrouver. Avec nous, Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la LADDH. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Merci, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci. Alors, Issa Rahmoun, je suis tenté de commencer par une question centrale, j'allais dire. La suprématie de l'armée sur le pouvoir politique. C'est un peu comme si tout le monde oubliait ça. On parle de choses et d'autres. Dans les manifestations, on avait commencé à dire les généraux à la poubelle. Maintenant, on dit l'armée aux casernes, mais sans plus, alors que ce n'est un secret pour absolument personne que le seul vrai pouvoir, c'est celui de l'état-major. À part le pouvoir de l'état-major, des généraux de l'état-major, il n'y a aucun pouvoir, ni premier, ni deuxième, ni troisième, ni quatrième. Et tous les pouvoirs, dits pouvoirs séparés, juridiques, exécutifs et législatifs, sont entre les mains d'un seul et même pouvoir qui est celui de l'état-major. Je vais vous lire un petit extrait de l'édito d'El-Jish, le dernier édito. Écoutez bien, ça veut dire qu'en plus du fait que l'armée dispose pas l'armée, l'état-major dispose de la réalité du vrai pouvoir, mais
elle a besoin néanmoins non seulement de façades institutionnelles pour se cacher derrière, à part l'épisode Gaït Salah où il n'y avait pas de façade quasiment, mais en plus d'user d'un langage absolument psychédélique au point où on ne se reconnaît plus. On se dit, est-ce qu'on est bien en Algérie? Écoutez bien cet extrait, Aïssa Rahmoun. Si le peuple algérien c'est un extrait de la revue Le Gige. Si le peuple algérien a une nouvelle fois apporté la preuve qu'il poursuivra sa marche historique et héroïque de par son profond attachement à la patrie et à sa cohésion avec son ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale, et sous le commandement du chef d'état-major par intérim, le général-major Saïd Chengriha, continuera de concert avec les autres institutions de l'État, sous le commandement du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, de défendre les principes de la République et l'autorité de l'État, ainsi que sa continuité, afin d'édifier une Algérie puissante par son peuple et sécurisée par son armée. Fin de citation. Aïssa Rahmoun, je vous laisse commenter. Il faut le dire que depuis l'indépendance du pays et depuis le coup d'État intenté au GPRA et l'incursion de l'armée des frontières, tambour battant et chars roulants, les baïonnettes à la main, le système, le régime n'a pas changé de nature jusqu'à nos jours. On remarque très bien que le désigné, Tebboune, quand il n'a pas reconduit dans le gouvernement le chef de l'état-major comme c'était tradition dans le fonctionnement des gouvernements, c'est probablement un message au peuple algérien que l'armée est rentrée dans les casernes. Mais vient l'édito de la revue qui confirme la suprématie, qui confirme l'omniprésence, qui confirme l'autre réalité, c'est que l'état-major et cette armée est toujours au centre décisionnel du pouvoir. L'armée algérienne, à travers son état-major, demeure la colonne vertébrale du régime algérien. Et le démembrement de cette colonne vertébrale et son fonctionnement dans le corps Algérie ne sont que des sous-traitants, comme le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Il faut voir aussi quelques émissions. Dernièrement, j'ai eu à voir un reportage sur un salon de la production industrielle en Algérie, où des militaires exposés dans le salon, des colonels, des généraux qui assuraient l'intervention et expliquaient le rôle de l'industrie militaire dans l'économie nationale, et ils commencent même à s'incruster dans la vie économique nationale. Il y a un dérapage grave de l'état-major. Il faut dire que l'armée n'a pas quitté le pouvoir, l'armée est au cœur du pouvoir, au cœur du système algérien. Aïssa Rahmoun. Oui. Au sujet du vendredi demain, vendredi 47, à quoi vous vous attendez? Est-ce que vous pensez que vendredi 47 va être aussi fort? Est-ce que vous pensez qu'il va véhiculer les mêmes slogans, les mêmes revendications? Est-ce que vous pensez que ça va être différent? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un tournant, que le Hirak va comprendre ou va décider de faire émerger ses propres représentants, d'avoir une sorte de fer de lance du mouvement, à votre avis? Écoutez, le Hirak, depuis le 22 février à nos jours, maintient une constance extraordinaire. On a vu pendant deux périodes, notamment durant l'été, à l'occasion du Ramadan, qu'il y avait quand même une baisse d'énergie, une baisse de présence, mais en termes de constance et de cohérence dans les revendications, c'est toujours la même chose, le même message, le départ du régime et la construction
d'un État de droit, d'un État démocratique. Pour demain, les prévisions, ça va être la même chose. La constance, elle est là, et la cohérence, elle est là. Quant à la question de la structuration du Hirak, il faut être vraiment très prudent sur cette question. Pourquoi? Parce que est-ce que le Hirak, il faut se poser la question, est-ce que le Hirak a vocation à se structurer ou à désigner ses représentants en vue de quelconque négociation ou quelconque travail qui va se faire en termes de négociation. Il y a une classe politique, elle est ce qu'elle est, elle est là. Et puis, s'il y a quelque chose, il faut craindre un phénomène, le phénomène de la trahison de la classe politique. Parce qu'on a vu plusieurs responsables de partis politiques qui voulaient, avec des déclarations, des sous-entendus, aller à un dialogue et puis tracer une feuille de route commune avec le désigné. Donc je ne pense pas qu'on est arrivé encore à maturité, parce qu'il y a plusieurs initiatives, il y a plusieurs feuilles de route qui commencent à se dessiner, société civile, coalition de partis politiques, et, un mouvement de jeunes d'étudiants qui veulent se doter d'une organisation nationale. Est-ce qu'on est arrivé à maturité? Mais Issa Rahmoun, excusez-moi de vous interrompre. Comment faire, d'après vous, pour éviter l'habituel piège des militants de la 25e heure, des habituels opportunistes, des charognards qui arrivent toujours quand la table est dressée et qui, comme dans toutes les révolutions, finissent par éclipser tous les vrais représentants du mouvement, de la révolution, pour prendre leur place. Comment faire pour éviter que cela ne se reproduise et comment faire pour que de véritables représentants de cette révolution puissent émerger de façon très démocratique? Comment, d'après vous? Je ne pense pas que ce cas de figure va se poser. Pourquoi? Parce que on est dans une ère où les réseaux sociaux, où le journalisme citoyen bat son plein, que les positions de tout un chacun sont connues, sont vues et entendues par tout le peuple algérien. Je ne pense pas que ça va se réaliser comme vous le présentez, c'est Jamal. Pourquoi les avocats ont pris des positions? C'est des positions claires. Les jeunes du club des magistrats ont pris des positions qui sont claires. Des syndicalistes. Donc, je pense qu'il y a l'effet du tamis qui est là dans la rue. Toutes les organisations, la presse, tout le monde. Donc aujourd'hui, on a un tableau de bord pour le peuple algérien qui est très clair. Je vous raconte, le mercredi passé, on a été à Oran à l'occasion du procès de Qaddour Chouicha, qui est mis en liberté provisoire. On découvre réellement, parce que le régime depuis 62 a coupé les Algériens, a rendu les Algériens fous, a installé une haine entre Algériens. Mais avec l'effet du Hirak, sincèrement, on ne croyait pas que les avocats qui se déplaçaient de Béjaïa, de Tizi Ouzou, d'Alger, de Blida, de Tunisane étaient autant connus à Oran par le Hirak. Donc il y a déjà ce mouvement du tamis qui a fait son travail, qui fait la différence entre le bon gré et l'ivré. Donc je ne pense pas que des gens vont s'incruster comme ça, parce que le peuple c'est le dernier rempart. Le Hirak, c'est le rempart de cette sélection qui est une sélection naturelle et politique à la fois. Merci beaucoup, Maître Yatek Saha. Au plaisir de vous retrouver bientôt, Yatek Saha. Alors, mes chers amis, avant de recevoir notre prochain invité, Amira Bouraoui, j'aimerais présenter mes condoléances les plus attristées d'abord à toute la population du Mzab, à la famille de Mohamed Abbas, détenu dans les geôles du régime, qui a perdu 3 filles, ses 3 enfants, 3 filles sont mortes décédées à la suite
d'une intoxication au monoxyde de carbone, مرعوبة كما نقولوا احنا. La maman a été sauvée in extremis et notre frère Mohamed Abbas n'a pas été autorisé à se rendre aux funérailles de ses enfants. Imaginez un peu cette immense tragédie. Quelqu'un qui a été incarcéré juste parce qu'il a crié liberté. Liberté pour mon peuple, liberté pour ma patrie. Non à l'occupation militaire de ce pays. Non à la mafiocratie. Oui à la dignité, à la justice. C'est tout ce qu'il a dit. Il a été jeté en prison. Sa femme et ses 3 enfants étaient intoxiqués, les 3 petites filles. Vous êtes en train de voir ici. J'aimerais qu'on les mette, voilà, vous êtes en train de les voir. Toufa wa Rabbi yarhamhum. Alors imaginez la douleur de notre compatriote qui n'a même pas été autorisé à aller visiter, assister aux funérailles de ses enfants. Quelle monstruosité, quelle atrocité, quel crime. ربي يرحمهم وربي يشفي الأم وربي إن شاء الله يكون في قلب أخونا محمد عباس يعني بالرحمة إن شاء الله والصبر وإن شاء الله يجي النهار وإن ما يبقاش الظلم كما هكا في هذه البلاد العزيزة. بارك الله فيكم. معنا أميرة بوراوي. أميرة بوراوي, merci d'être avec nous. Merci à vous, bonsoir. Bonsoir Amira. Aux téléspectateurs. Et je me joins à vous également pour présenter mes condoléances à la famille de notre camarade détenu. Et j'écrivais l'autre jour que dès que j'avais vu cette nouvelle, je ne ressentais plus la douleur de la perte de mon père, parce que perdre des parents c'est une chose, mais perdre ses enfants c'est juste horrible et c'est un non-sens. Voilà. Oui, en effet, c'est atroce. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler ne serait-ce que dans les temps contemporains, d'une telle cruauté mentale. Ne pas autoriser ce père qu'on a injustement incarcéré, juste parce qu'il se dresse contre un système prédateur, ne pas l'autoriser à assister aux funérailles de ses fillettes, c'est incroyable. Mais on a vu aussi la mort de Tamalt, la mort de Fakhar dans les géoles. C'est-à-dire que bon, l'horreur, il y est quelque part habitué, et tous ces détenus innocents qui sont encore dans les prisons et qui sont loin de leurs enfants. Vous savez, il y a des enfants parfois qui à travers les rumeurs, se rendent avec leur maman ou leurs parents pour aller attendre un papa ou une sœur ou une fille, et que finalement ils restent jusqu'à des heures tardives devant les tribunaux ou devant la prison, et ils rentrent bredouilles, parce que la libération des détenus est en train de se faire actuellement au compte-gouttes, comme pour nous maintenir quelque part sur cette cause-là, celle de la libération des détenus, des activistes, des politiques, voilà, parce qu'on perd énormément d'énergie à demander leur libération, et du coup on s'éloigne du sujet principal pour lequel ces gens-là sont en prison. Eh bien justement, puisqu'on y est, et même si ce n'est pas dans notre programme, Amira Bouraoui, que pensez-vous de cet appel qui a été lancé, qui est signé par de nombreuses personnes, libération de Louisa Hennoun et des autres détenus? Pourquoi ne pas dire libération de tous les détenus? Pourquoi dire libération de Louisa Hennoun et des autres détenus? Vous avez compris quelque chose, vous? Personnellement, je n'ai pas vu cet appel. Par contre, j'ai eu une discussion il y a quelques jours avec Maître Badi Abdelghani, et on a parlé effectivement du cas Louisa. Louisa, c'est-à-dire que son seul tort, c'est d'avoir rencontré un général, et que de toute manière, l'accusation pour laquelle a été condamnée à 15 ans de prison ne tient pas la route, parce que soit on condamne quelqu'un pour trahison de la nation et 15 ans, c'est rien du tout, ou alors on a eu le tort d'avoir
d'avoir été manipulé ou d'avoir eu un ami haut placé. Et à ce moment-là, ceux qui ont connu le général Taoufir, ils sont très très nombreux. Si on devait mettre ces gens-là en prison, il y en aurait beaucoup. Donc effectivement, Louisa est innocente. Et c'est vrai qu'on s'est longtemps, quand on en a discuté, on s'est longtemps... notre cause principale, c'était de libérer les Hirakis, de libérer les politiques aussi, les tabous, l'intellectuel Boumela, les Samir, ceux qui ont sorti, une partie de ceux qui sont sortis, et Farsaoui, etc. Mais c'est vrai qu'on n'osait plus parler du cas Louisa. Et donc, je me suis dit, quelque part, on fait quelque part nous-mêmes du populisme, parce qu'on sait que demander la libération de Louisa, c'est pas très, très, très populaire, parce qu'elle n'est pas très appréciée dans l'opinion, pour plusieurs raisons. Peut-être pour sa proximité avec un général à un moment donné, peut-être parce que pendant le 4e mandat, elle a soutenu ce 4e mandat, alors qu'il y avait des militants dans la rue qu'elle a accusé quelque part d'être une main étrangère, de vouloir déstabiliser le pays, etc. Mais bon, aujourd'hui, on ne sait pas non plus pourquoi Louisa est en prison. Donc, mais Louisa et les autres, ça ne tient pas la route. C'est tous les détenus d'opinion. Ah, absolument. Et puis Amira, ces gens qui lancent des pétitions, tout en sachant qu'en Algérie, la pétition n'a pas la moindre chance d'aboutir si elle n'a pas été initiée elle-même par les propres ordonnateurs. Nous le savons depuis des années. Mais sinon, pourquoi plutôt ne pas avoir recommandé de signer une pétition pour libérer la justice? Tebboune, par exemple, qui pouvait faire un geste public, dire à partir d'aujourd'hui, j'ordonne au juge de ne plus recevoir d'instructions de qui que ce soit, de réexaminer le cas de tous les détenus qui sont en prison pour des raisons politiques et de juger de façon juste, vraie, publique, au nom du peuple et devant tout le peuple, pas de huis clos. Pourquoi ne pas avoir fait ça plus tôt et aller vers libérer Louisa et les autres détenus? Je ne sais pas, peut-être que Louisa, la pétition, je ne sais pas d'où elle vient, mais bon, elle a bénéficié d'un certain soutien à un moment donné, au début du Hirak. Moi-même, j'ai demandé sa libération, parce que quand ça commençait à prendre des gens à tort et à travers, et que les gens se réjouissaient de l'emprisonnement de beaucoup, mais Louisa reste une femme politique, et sincèrement, je ne vois pas, le chef d'inculpation ne tient pas la route. Par contre, peut-être que ça doit être ses amis du Parti des travailleurs, même si... Il y a 200 signateurs dans plusieurs partis politiques, mais qui ne font pas état de la nature du dossier. Ils ne disent pas, par exemple, que Louisa Hennoun, Saïd Bouteflika, Tartak, Jabbar, Mahanna et les autres du DRS, en fait, ils ont été inculpés pour la simple raison qu'ils ont voulu de chasser Gaïd Saleh. C'était un coup d'État personnel contre Gaïd Saleh. Ça n'a rien à voir avec le Hirak. Moi, j'écrivais... Non. Louisa a bénéficié d'une pétition avant même que Gaïd Salah Habib Yahmou se mette à interpeller à tort et à travers les Hirakistes, les jeunes, avant qu'ils ne le fassent. Elle a bénéficié de demandes de libération par la classe politique, par ses amis à l'international, par les socialistes à l'international, dans plusieurs pays. Elle a bénéficié d'un soutien. C'est vrai que par la suite, elle a été complètement oubliée, parce que au fur et à mesure, on soutenait les Hirakistes qui rentraient en prison, et les activistes, etc. Maintenant, écoutez, moi, quand on parle de... Non, quand on dit... Il faut faire la différence. Quand on dit Louisa, c'est pas Saïd. Parce que ces gens-là, à un moment, ils se sont rassemblés parce qu'ils ont eu khota. Qui m'a le khota de Gaïd Salah? Gaïd Salah avait sa propre khota avec ses amis, et puis les autres avaient une autre khota qui voulait faire passer Zrouel pour une période de transition. Mais Louisa, elle y est allée en tant que politique, pas pour renverser l'État ou peut-être pour renverser Gaïd Salah, mais bon, Gaïd Salah, tout le monde voulait le renverser à un certain moment. Donc, sincèrement, je ne vois pas l'intérêt de maintenir Louisa en prison, mais quand on parle des détenus, c'est de tous les détenus, mais pas des détenus et on va passer... Je peux terminer, monsieur oui. Parce que ce matin, il y a eu des rumeurs comme quoi, ça fait plusieurs jours déjà, comme quoi Saïd Bouteflika faisait une dépression, qu'il refusait de se nourrir, etc. Et même qu'il se serait suicidé, hein?
et qui se serait, voilà, et donc je ne sais pas si on fait appel quelque part à l'émotionnel d'un peuple, voilà, qui a un peu le cœur sur la main, mais qui sera jamais d'accord avec un truc pareil. Moi, je l'ai écrit. J'ai dit, Saïd Bouteflika, il sort de prison. J'ai dit, moi, d'abord, je n'ai pas oublié les milliers de harragas qui ont été mangés par les poissons à cause du fait que des gens se sont tus et pendant très longtemps, pendant que lui fricotait et d'autres avec lui, ils se sont tus pour nous le faire sortir aujourd'hui. Il veut pas se nourrir, ça c'est son problème. Il veut se suicider. Écoutez, on a des moyens pour éviter le suicide d'un détenu parce que les droits de l'homme, effectivement, ils doivent être respectés même à l'intérieur des prisons. Mais par contre, je l'ai écrit clairement. Monsieur Benchenouf, parce que nous, on n'est pas sortis pendant 11 mois pour pour éloigner le maximum de corrompus, le maximum de gens illégitimes, le maximum de gens qui ont été hyper nocifs pour la République, pour les revoir sortir par la suite et se reconstituer. Ça, c'est pas possible. Mais Amira, pourquoi, c'est un sujet passionnant, hein, pourquoi ne pas exiger, vous savez qu'il y a quelque chose de central dans ce régime de Bouteflika et de tous ceux qui sont autour de Bouteflika. Et tous ces secrets, il y a un seul homme qui sait tout et qui est particulièrement dangereux pour les barons du régime et qui risque justement d'être peut-être suicidé. Pourquoi ne pas décider de faire parler Saïd Bouteflika devant une vraie commission vraiment indépendante? Parce que Bouteflika Saïd, c'est tout, sur tout le monde. Sur tout le monde, sur Gaïd Salah, sur les chefs d'état-major, sur les commissions d'armement mirobolantes qui sont touchées, sur les prébendes, sur les rentes qu'il distribue lui-même, sur les nominations, sur les complots, sur les relations chafouines et secrètes avec certaines puissances étrangères. Pourquoi ne pas exiger, pourquoi ces gens qui sont en train de lancer des pétitions n'exigent-ils pas de faire parler devant une commission indépendante M. Saïd Bouteflika sur tout ce qu'il sait avant qu'il ne soit liquidé? Écoutez, ça c'est déjà... Bon, pour les gens des pétitions, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas qui est derrière, je n'ai pas vu ces pétitions, mais par contre le peuple, en exigeant, M. Benchenouf, en exigeant une justice indépendante et qui n'obéisse pas au téléphone et qui n'obéisse pas aux ordres, à travers ça, il veut que tout le monde soit jugé, que tout le monde soit égaux face à la justice. Ce n'est pas le cas. Vous savez très bien comment ces gens-là ont été jugés et on ne comprend pas les 15 ans, les 20 ans, parce que quand on est accusé de haute trahison de la nation, on n'écope pas de 15-20 ans, c'est ridicule, il y a des lois qui sont claires. Donc c'est des gens on les a jugés à la va-vite, très rapidement, comme ça a été le cas également pour les autres, hein, pour les Ouihia, les oligarques, les responsables politiques qui ont participé avec d'autres hommes d'affaires à la dilapidation du pays. Ces gens-là ont été jugés très à la va-vite, contrairement d'ailleurs aux hiératistes qu'on nous libère au compte-gouttes. Ces gens-là ont été jugés à la veille à chaque fois, soit lorsque M. Gaïd Salah avait décidé qu'il y ait des élections et qu'il voulait aller jusqu'au bout, et par la suite, rapidement aussi, juste avant les élections, pour dire voilà, vous vouliez qu'on emprisonne et qu'on juge ces gens-là, c'est chose faite, le peuple n'a plus intérêt à sortir dans la rue parce qu'on a répondu à sa demande. Mais par contre, tout ça n'est qu'une grosse mascarade. Personne n'a été réellement jugé, la justice n'est pas indépendante, elle fonctionne encore au téléphone jusqu'au jour d'aujourd'hui. La preuve, les militants sont encore en prison, ils ne sont pas sortis. Donc le peuple, en exigeant une justice indépendante, il veut que tout le monde soit jugé devant ce peuple-là. Amira Bouraoui, nous avons un peu débordé sur le temps accordé à chaque invité, mais je voudrais vous demander de me répondre très vite sur le vendredi 47 de demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ils ont tout fait, M. Benchenouf, mais absolument tout depuis 11 mois pour faire rentrer le peuple chez lui. Nous avons passé, vous savez, ces 11 mois ont été des examens l'un après l'autre, comme aucun examen, et Dieu que j'en ai passé pendant mes études universitaires, mais des examens. Alors des examens par rapport à, ils ont essayé d'instaurer le racisme, ils ont essayé d'instrumentaliser le drapeau berbère, ils ont fait en sorte de dire que nous étions contre notre armée, alors ce n'est pas le cas, nous étions contre les décideurs qui décidaient à la place du peuple, que nous ne voulions plus de dictature militaire et que nous n'avions rien contre notre armée. L'instrumentalisation a duré et personnellement, vous savez, avec tout le respect que je dois
Et vous savez, c'est un second papa pour moi, monsieur Bourga. Et Dieu seul sait à quel point j'ai réclamé peut-être sa libération plus que tous les autres détenus. Mais vous savez, quand il est sorti et il s'est exprimé, la première interview qu'il a donnée, il parle de quoi? Du dossier libyen. On voit bien qu'on lui a parlé, qu'on lui a dit, comme d'habitude, comme ils ont fait en 2014, comme ils ont fait avant en instrumentalisation la sécurité. On voit bien qu'ils lui ont dit « الحالة راهي خطيرة ». Et vous savez, monsieur Benchenouf, quand vous parlez à ces patriotes, et surtout aussi âgés, les gens... Vous savez, moi j'ai des tantes, des oncles qui sont très âgés, مازالهم في العقلية تاع مثلا نحرر البلاد ومازالهم. Lui, beaucoup moins, bien entendu, parce qu'il connaît l'histoire encore mieux que les autres. Mais par contre, il est sorti parlant de la Libye parce qu'on lui a dit la situation est grave. Vous savez, on continue encore à nous faire peur parce que la question libyenne, puisqu'on nous dit... Et je suis obligé de vous interrompre, Amira, et de vous réinviter pour une autre fois. On va parler de ce sujet, je vous promets de vous y inviter. Merci beaucoup, Amira, et pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Alors, معنا Khaled Zirem, militant associatif qui nous parle de Bjaya. Khaled Zirem, merci d'être avec nous. Merci, M. Benchenouf. Bonsoir à vous et à vos invités et à vos téléspectateurs. Merci. Alors moi, je vais commencer avec vous, puisque je sais que vous êtes très actif sur le plan du Hirak. Demain, qu'est-ce que vous prévoyez? Comment ça va se passer? Vendredi 47, V47, comme l'appellent les Hirakistes. V47, M. Benchenouf, sera pareil aux 46 précédents, et d'une part, et d'autre part, par rapport un peu à ce qui a été dit dans l'émission d'aujourd'hui, je voudrais, si vous voulez, mettre un petit bémol. Oui. Beaucoup d'intervenants tombent un peu dans ce panneau, nous acceptons le fait accompli. La rue algérienne et la révolution en cours depuis le 22 février rejettent de fond en comble le fait accompli. Maintenant, commenter les Tebboune, machin, ces ministres, ces toutes choses-là qui sont en train de noyer un peu le poisson dans l'eau, sachez, M. Benchenouf, que c'est très très loin des aspirations de la rue algérienne. Nous ne sommes pas sortis pendant 10 mois et même plus pour avoir une marionnette placée par les militaires pour aujourd'hui commenter est-ce que c'est beau, est-ce qu'il a les yeux bleus, est-ce qu'il a les cheveux longs ou tout cela. Et même nos amis politiques qui sont dans notre bord politique tombent un peu dans ce panneau-là où on essaye de voir est-ce que c'est peut-être pas bien de leur accorder une marge de manœuvre, pourquoi pas. Mais la radicalité pacifique de notre mouvement, elle aspire à une chose. Comme je vous l'ai dit, M. Benchenouf, lors d'une de mes premières interventions chez vous, nous sommes dans un projet politique à l'échelle historique qui peut se résumer en ces deux phrases-là. Tant qu'on n'a pas abouti à cet objectif, tout ce que... Mais est-ce que nous ne sommes pas, comme l'a signalé un blogueur sur Facebook, Karim, est-ce que nous ne sommes pas plutôt dans la réactivité, dans une sorte de routine vendredi, chaque vendredi, chaque mardi, nous sortons, nous crions, nous revendiquons, mais nous réagissons surtout par rapport aux mesures prises par le système où il y a plus de Hirak ou moins de Hirak en fonction des outrances du régime. Plus il y a d'outrances et plus nous réagissons, plus le régime se fait petit et moins nous réagissons. Oui, mais les intervenants d'aujourd'hui dans votre émission ont fait justement qu'alimenter cette réaction à ce que nous propose le régime. Alors que la rue, elle a dépassé les propositions du régime. Il faut comprendre une chose que, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie, c'est que la rue algérienne dépasse et de loin et son élite
et ses composantes politiques. Les gens qui commentent aujourd'hui et Tebboune et son gouvernement et cette histoire de constitution et de tout cela, c'est des gens qui donnent du moulin, de l'eau au moulin du régime. Nous, dans la rue, et la rue algérienne, j'invite tous les Algériens à descendre demain V47 dans la rue et voir ce que disent les Algériens, ce que pensent les Algériens de la situation. Nous serons demain le 10 janvier 2020. Venez dans la rue algérienne, dans toutes les villes algériennes, et regardez les slogans et les aspirations des Algériens. Alors nous devons faire un peu vite. Nous allons passer à la question suivante, Khaled Zirem, au sujet de la suprématie de l'état-major sur la chose politique, sur les affaires, comme on dit, sur la gestion politique du pays, mais pas seulement, sur la gestion du pays d'une façon globale. Est-ce que cette nouvelle façade de Tebboune, dont on a dit dans notre titre qu'il est Khodra Fougacha, est-ce qu'elle arrive à cacher un tant soit peu cette dure réalité? Vous savez, M. Benchno, Rab Zayer, quand Toufik était Rab Zayer, il a réussi à créer un pouvoir de façade qu'il gérait sans jamais se mettre en avant. L'armée aujourd'hui, l'état-major de l'armée, croit à travers son Tebboune et son soi-disant gouvernement rééditer cette histoire de « je vous fais un pouvoir de façade et je tire les ficelles par derrière et vous vous taisez tous et je vous mets tous devant le fait accompli ». Nous refusons, la rue algérienne, les Algériens refusent aujourd'hui le fait accompli. Ce fait accompli, cet état-major de l'armée qui ne veut pas se retirer de la chose politique, c'est un préalable de ces préalables. Toutes les autres propositions, tous les autres discours sont vains. Nous allons devoir acculer le régime, l'état-major à se retirer de la chose politique. Comment? Eh bien, en ne leur faisant pas de concession, en ne rentrant pas dans leur jeu Tebboune, le Parlement, la Constitution, mesures d'apaisement. Monsieur Benchouf, si vous me permettez, je termine sur juste ce petit mot. Oui. Mesures d'apaisement. C'est une expression qui a été lancée au mois de juin passé. Les gens ne mesurent pas assez le sens des mots. Ce n'est pas une mesure d'apaisement. C'est une exigence inconditionnelle. Ces gens sont des otages. Ce n'est pas une mesure d'apaisement. Que nos frères soient libérés, ce n'est pas une mesure d'apaisement. C'est une exigence inconditionnelle que nos Et otages soient libérés. merci Khaled Zirem. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Nous devons aller un peu vite parce qu'il y a beaucoup d'invités qui attendent. Alors nous avons avec nous Ali Boucherka. Merci Ali d'être avec nous. Bonsoir Si Jamal, bonsoir à tous les invités et à tous les téléspectateurs. Ali Boucherka, militant politique, un activiste très connu et même reconnu du Hirak. Ali Boucherka, au sujet de justement le Hirak, dont maintenant circule une idée très partagée sur le Facebook notamment, qui nous parle d'un Hirak entré en phase de réactivité et de réactivité seulement, qui n'a plus ce ressort, ce génie qu'il avait au tout début de pouvoir initier, impulser des dynamiques. Quel est votre avis sur cette question? Il faut rappeler quand même un certain nombre de réalités fondamentales. Un peuple, c'est ce sur quoi s'exerce le pouvoir.
Donc un peuple qui est dépossédé de ses propres moyens de concrétiser sa propre volonté populaire, c'est pas un peuple sur lequel on peut aujourd'hui dire qu'il n'arrive pas ou il n'a pas, comment dire... Pardon, Ali, juste un peuple est quelque chose sur lequel s'exerce le pouvoir. Ce que vous avez dit? La réalité d'aujourd'hui chez nous, c'est que le pouvoir, il n'est pas du tout réparti. Le pouvoir n'est pas dans l'équilibre entre société et pouvoir. Et surtout, il n'est pas initié, il n'est pas généré par le peuple. Non, je dis, c'est ce sur quoi s'exerce le pouvoir. Tebboune exerce une fonction de président de la République, elle-même octroyée, non pas par la volonté populaire, mais par un jeu de clans et un jeu des teneurs réels du pouvoir. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où le peuple, rappelons-le quand même, c'est-à-dire que la première phase du Hirak, si on se souvient très bien, il y a quand même sur la table 46 feuilles de route qui émanent des partis politiques, des organismes de société civile, d'activistes de toutes les tendances. Elles sont parfois, elles ont toutes les mêmes fondamentaux, même si quelques mécanismes se divergent sur quelques mécanismes. Donc cette phase-là de production, cette phase-là d'offre politique, il y a des choses qui sont sur la table, il y a un contenu politique. Maintenant, les prolongements derrière, c'est que ça reste quand même de la responsabilité du pouvoir de prendre la mesure de ce déphasage historique et qu'aujourd'hui, il est censé, comment dire, si encore les mots ont un sens et de dire que, par exemple, comme cela a été dit dans l'édito d'aujourd'hui, je crois, de la revue de Jaish, en disant que l'armée nationale, qui est une institution constitutionnelle qui est dans son rôle et que finalement l'unité nationale prime et que pouvoir et société doivent aujourd'hui aller dans le même sens. Si les mots ont un sens, il s'agit aujourd'hui alors de ne pas refuser au peuple sa propre volonté. C'est là qu'on voit finalement qu'il y a les discours, il y a les faits. Aujourd'hui, pareil, on est en train d'aller dans un processus à caractère constituant en nommant, je dis bien nommant, une instance qui est complètement hors sol et qui elle-même va imposer sa propre volonté. Non, elle n'est pas chargée d'imposer sa volonté, mais de faire des propositions. Oui, mais on sait très très bien comment ça s'est passé avec la fameuse révision de la constitution du président déchu, Bouteflika. Ça a toujours commencé comme ça. C'est-à-dire c'est une espèce de grand bal de consultation. Et puis derrière, voilà, la première monture, une fois qu'a été... ils ont associé tout le monde, ils ont cloué les mains sur la table à tout le monde. Et c'est dans la deuxième phase que le pouvoir réel, là, impulse sa propre volonté et finalement transfigure toutes les bonnes intentions, y compris de ceux qui participaient d'une manière vraiment constructive et dénouée. Mais pour le Hirak, Ali Boucherka, comment voyez-vous, Ali Boucherka, qui est en plein milieu, comment voyez-vous l'évolution? Comment voyez-vous le Hirak maintenant et demain? Comment devrait-il évoluer? Moi, de mon point de vue, je pense que le Hirak doit nécessairement maintenir un rapport de force. Parce que les causes réelles qui ont fait sortir ce Hirak ne sont toujours pas réglées et les objectifs qui s'est donné ce Hirak historique ne sont pas réalisés. Alors quand un peuple considère que ses propres raisons de sa révolte, sa propre raison de son magnifique mouvement populaire, pacifique depuis des mois et des mois, ne sont pas, réglés. Et derrière ça, au lieu d'avoir des solutions concrètes, des solutions qui vont vraiment dans le sens d'une démocratisation réelle de l'État, des institutions et davantage des libertés fondamentales, enfin, ces fameuses libertés fondamentales soient reconnues, et dans ce cas-là, moi je pense que le Hirak doit continuer. Il va le continuer parce que les gens aujourd'hui, c'est peut-être, on parlait tout à l'heure, j'ai entendu un de vos invités parler en disant que oui, les préalables, ce sont en fait les droits fondamentaux. Effectivement, il y a aussi quelque chose que le Hirak aujourd'hui, personne ne peut lui enlever, c'est que les grandes victoires dans un processus historique commencent par poser le bon diagnostic. On en a fini avec la légitimité révolutionnaire, avec la mystification d'un président dépositaire de tout le pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir, il est nu,
le peuple le voit comme tel, et c'est un acquis considérable. Parce qu'aujourd'hui, les gens, cette illusion entretenue dans des secteurs larges de notre société, aujourd'hui, on peut demander à n'importe qui du sud au nord, de l'est à l'ouest, qu'est-ce qui se passe au pouvoir, qui règne et comment ça se passe. Ils seront tous en mesure de vous dire, Monsieur Benchenouf, que c'est un pouvoir de nature autoritaire, d'un pouvoir de façade, un pouvoir réel. Oui, mais elle est Boucherka, justement. C'est des acquis, M. Benchenouf, qu'on n'a pas pu avoir sans le mouvement qui a été enclenché le 22 février. Mais justement, c'est des acquis pour aujourd'hui et demain. Justement, Ali Boucherka, ce sera ma dernière question. Je vous demanderai de répondre assez rapidement. Ali Boucherka, ce que vous êtes en train de dire, tout le monde le sait en effet, mais cette intelligentsia qui s'exprime, et qui s'exprime beaucoup à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, surtout à travers les médias serviles, pourquoi personne quasiment ne nous dit que le seul vrai pouvoir, je mesure mes mots, le seul vrai pouvoir est celui de l'armée, de l'état-major, qu'il y a une véritable suprématie sur l'ensemble et la totalité du pouvoir dans toutes ses déclinaisons. Pourquoi est-ce que personne ne le dit quasiment ? Moi, je crois qu'il y a quand même dans l'intelligentsia, moi, je préfère ne pas penser en bloc comme ça, parce que effectivement, moi, je peux en témoigner, M. Benchenouf, qu'il y en a des feuilles de route, ou voire des communiqués politiques ou des interventions d'un certain nombre de gens qui sont, dans la couche instruite de la société, dans l'avant-garde des universitaires, des hommes de lettres et toutes sortes de qualifications et de compétences nationales, peuvent effectivement le dire avec aisance, avec clarté. Maintenant, il y en a d'autres qui préfèrent, d'ailleurs, je vous donne raison, jouer les mystifications en disant que c'est d'ailleurs d'accréditer Tebboune d'un pouvoir pour juste derrière accréditer l'idée aussi d'aller négocier, puisque Tebboune dépositaire d'un pouvoir, alors c'est là que ça se passe, donc il faut aller négocier avec lui. Voilà comment cette construction rhétorique mène des gens à accréditer la thèse du pouvoir et noyer finalement toutes les demandes populaires dans un pseudo-dialogue national où on n'a absolument aucun mécanisme de contrôle, absolument aucune garantie sur l'issue de ces consultations et absolument non plus aucune garantie sur l'application réelle et effective de cette constitution pour qu'elle ne soit pas juste de l'encre sur papier. Merci Ali Boucherka. Alors, d'abord, avant de recevoir Messoud Leftissi, je voulais juste apporter un petit bémol, comme l'a dit Ali Boucherka. Quand je dis personne ne s'exprime pour dire le véritable pouvoir est militaire, j'exagère un peu, hein, c'est pour pousser les gens dans leur dernier retranchement. Nous savons très bien qu'il y a des intellectuels dans notre pays qui le disent très fort. J'en veux pour preuve le nom d'un seul parmi eux, mon ami Adil Houari, sociologue de son État, qui s'est très très largement exprimé sur ce sujet et qu'il a crié haut et fort. Alors, Messoud Leftissi, ex-détenu, marhaba bik, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci. Alors, Messoud Leftissi, d'abord, vous étiez détenu, vous avez été libéré quand, au juste? Oui, j'ai purgé ma peine de 6 mois, donc le 23 décembre 2019. Vous êtes de Constantine et vous aviez été arrêté à Alger, je crois, ici. À Skikda. Vous êtes de Skikda et vous avez été arrêté à Skikda? À Alger. Alger, d'accord. Alors, oui, dites-moi. Vous étiez à Al-Harrach ou quelle prison? Oui, j'étais donc incarcéré à la prison d'Al-Harrach suite à mon arrestation le 21 juin 2019, après avoir brandi l'étendard Amazir lors de la marche populaire. Donc c'était par rapport à une directive qui a été diffusée sur la chaîne gouvernementale le 19 juin, donc 2 jours avant, qui a interdit justement de brandir autre étendard que celui de l'emblème national. Et vous êtes vous-même Amazir, vous êtes arabo-berbère, vous êtes... fier de l'être. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'allais dire?
Au sujet du Hirak, que vous connaissez très bien, puisque vous avez été arrêté pour y avoir activé, certaines personnes parlent aujourd'hui d'un Hirak qui est entré en phase de réactivité, qui ne trouve plus le ressort pour s'inventer, pour se réinventer, pour se réenchanter, pour trouver autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou est-ce que vous pensez autre chose? Par rapport à quoi exactement? Parce que Au Hirak qui dans la réactivité, il ne fait que réagir par rapport à, par exemple, quand Gaïd Salah était vivant, à chaque fois qu'il insultait les gens du Hirak, c'était des millions de gens qui sortaient. Quand il ne l'insulte pas, il y en a moins. Quand il y a l'obstination du pouvoir à aller vers les élections, c'est des millions qui sortent. Quand c'est le fait accompli, les gens ne sortent plus. Une réactivité. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça ou non? Oui, effectivement. Donc le mouvement, cette révolution populaire, elle influence, mais elle est également influencée par les événements au cours de la semaine qui précède le vendredi. Donc cela fait réagir la population. Il y a toujours le noyau déterminé sur les objectifs clairs du mouvement populaire, de cette révolution. Il y a d'autres qui rejoignent de temps à autre, justement par rapport aux événements de la semaine qui précède justement le vendredi. Oui. Alors, au sujet de la suprématie de l'armée, voire du monopole du pouvoir assumé par le seul état-major, où les gens, les observateurs nous disent qu'à part l'état-major, qui est en plein milieu, au cœur, dans le noyau du pouvoir, tout le reste n'est que périphérie, ou encore pire, n'est que pure façade. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture? Oui, effectivement, moi je l'ai toujours dit que tous les présidents de la République algérienne, y compris l'actuel, ce sont que des hommes de franc, des vrais tenants du pouvoir, donc à savoir les généraux de l'armée algérienne. Et ça a été incarné depuis l'indépendance, après le putsch constitutionnel de 1963 et celui militaire de 1965, là où le régime en place, donc plutôt le pouvoir militaire a incarné ce système totalitaire. Donc, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, depuis le 22 février, moi personnellement, je milite pas uniquement pour un changement dans le régime ou pour changer des personnes ou pour incarcérer telle ou telle personne, mais plutôt pour changer le système à travers un processus constituant qui peut aboutir à l'élection d'une assemblée constituante, justement pour redéfinir les prérogatives de l'institution militaire et de toutes les institutions de la République, redéfinir les relations entre les unes et les autres, et puis voilà, donc séparer les pouvoirs et assurer une indépendance de la justice. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'institution militaire, où l'ensemble, le système ou le régime en place, qui est un ensemble de plusieurs factions, ils utilisent en quelque sorte la justice, ils l'instrumentalisent comme un moyen de répression. Alors elle est censée être indépendante pour garantir les libertés de nos concitoyennes et concitoyens. Et au sujet du V47 pour demain, à quoi vous vous attendez? Justement, je me suis déplacé de Skikda à Alger. Je suis arrivé à Alger aujourd'hui et pour participer demain à la marche populaire. Avec beaucoup de détermination. Cette fois-ci, j'ai préparé déjà un slogan que je l'ai brandi il y a 15 jours, juste après ma sortie de la prison d'El Harash, là où j'ai écrit clairement que changer le système, c'est changer la constitution profondément à travers une assemblée constituante élue par le peuple et non pas à travers une commission d'experts désignée par le président. Donc je vais militer encore pour ce slogan. Et je vais le scander haut et fort, voilà, parce que j'ai l'ultime conviction que le retour à la souveraineté, c'est un retour à une assemblée constituante à travers laquelle le peuple algérien écrit sa propre constitution. Monsieur Leftissi, merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver. J'espère vous retrouver plus souvent dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons recevoir nos 3 derniers invités. Nous allons les recevoir ensemble. On va essayer de faire une sorte de petit débat d'aller-retour. Nous aurons avec nous Abdelwahab Zaatri qui sera avec nous en Skype. Badreddine Guerfa, Abdelwahab Zaatri qui est professeur à la retraite de l'Université de Constantine. Badreddine Guerfa, cadre du FIS, qui sera avec nous aussi en Skype.
par téléphone, et Fath Titouche, militant politique, qui sera avec nous aussi par téléphone. Merci à vous trois d'être avec nous et nous allons commencer par Abdelwahab Zaatari. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir, Jamaldine. Merci. Alors, Abdelwahab, nous allons essayer d'aller un peu vite pour pouvoir faire tourner les questions. D'abord sur cette histoire de constitution de ce comité d'experts, généralement des professeurs de droit, chargés de faire des propositions pour une révision constitutionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'épouse le point de vue du Hirak, tout cela n'est pas du tout un événement. Ça n'a aucun sens parce que ça provient d'une source qui n'est pas fiable et qui est même qui est contre la volonté populaire. Le Hirak n'a plus d'autre choix que de refuser tout ce qui vient de ces structures totalitaires, autoritaires, dictatoriales. Le Hirak s'est soulevé maintenant depuis 11 mois. Il s'est soulevé pour un changement radical, un véritable changement vers la démocratie populaire. Point, c'est tout. Tout ce jeu qui a été fait, les élections, Tebboune, ces ministres, tout ce jeu, c'était un contournement, un détournement du fleuve de la révolte populaire véritable. Est-ce que vous êtes contre parce que Tebboune n'est pas légitime, c'est une khadra fogacha, ou est-ce que vous êtes contre parce que ce n'est pas la demande du peuple qui ne veut pas des petites mesurettes cosmétiques, mais un processus constituant avec une assemblée constituante? Vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? Pour l'une ou l'autre raison? La véritable raison, et je pense que c'est le fond de la pensée du Hirak, c'est que nous refusons désormais des systèmes illégitimes. Nous voulons une légitimité populaire démocratique. Donc nous refusons tout totalitarisme, autoritarisme, dictature, de quelque nature que ce soit, qu'elle soit militaire, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit idéologique. Nous refusons tout ça. Nous voulons une véritable liberté. Nous sommes des citoyens algériens. Nos parents, nos grands-parents se sont battus pour décoloniser l'Algérie. Nous voulons être décolonisés. Nous voulons choisir nos responsables, notre constitution, nous choisir les hommes qui nous représentent. C'est un fond commun et c'est là où le bas blesse, c'est là où est le fond du problème. Il y a un noyau dans les structures militaires et avec un halo, un magma aussi d'opportunistes qui l'entourent, des experts, des je ne sais quoi, des conseillers. Ils sont contre la volonté populaire parce qu'ils ont pris en otage le pays et ses ressources et ils les ont démolis depuis l'indépendance. Et restez avec nous, Abdelwahab Zaatari, et je rappelle que le président, celui qui préside ce comité d'experts, a été lui-même sollicité par l'ex-premier ministre, M. Ouyahia, pour la même mission quasiment. Alors, Badreddine Gerva sur le Marhababik, d'abord, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, si Jamaldine. Merci. Alors, Badreddine Gerva, sur le même sujet de cette histoire de révision constitutionnelle, alors que le peuple n'a pas demandé cela, il a demandé l'avènement d'un processus constituant pour aboutir à une assemblée constituante désignée de façon très démocratique et très transparente par le peuple. d'abord تحية لك سي جمال الدين وكل طاقم المغاربية وتحية لكل الشعب الجزائري الثائر سلميا. Bon, مسألة la constitution, tout le monde sait maintenant depuis 62, chaque président اللي حطوا العسكر يدير avec une pseudo-élection, il fait sa constitution. احنا اليوم demain nous serons le 10 janvier. Je rappelle aux Algériens et aux Algériennes, nous allons commémorer le 28e anniversaire du coup d'État du 11 janvier 92. Le 11 janvier, avant le 11 janvier 92, quand on a une constitution, la constitution de février 89, il est traduit par un certain nombre d'experts qu'on ne connaissait pas dans une chambre noire. On a à l'époque que cette constitution va à plus ou moins. Et bien, en fin de compte, le peuple algérien s'est retrouvé
face à un mur en béton et nous sommes maintenant ici. Youm Khlas. Je pense Khlas, les Algériens ont compris que c'est au peuple algérien. En 63, l'Assemblée constituante, donc, باش نكتبوا الدستور وقالوا لنا الدستور في السينما. اليوم يجيبوا لنا un certain nombre d'experts. هذه كلمة expert الشعب الجزائري كرهها. كلمة expert كرهها. Les experts qui ont ruiné le pays, on n'en veut plus. On n'en veut plus. C'est le peuple, سلطة عند الشعب يكتب دستور اليوم. C'est vrai qu'on a des avancées remarquables بالحركة هذا. On a gagné énormément de choses. منها l'unité de ce peuple. يعني تمشي لكيجي ولا البهران ولا العنبة ولا تبسة. Nous sommes maintenant le même peuple solidaire الحمد لله. ولكن اليوم احنا ما نملو بشيء إلا بدولة مدنية مش عسكرية. Donc un processus constituant. الشعب هذا il veut écrire son دستور. يكتب دستوره يخير الناس باللي زيليكسيون باش يكتب دستوره. Donc سي تبون ولا اللي من وراه سي تبون ولا اللي من وراه سي اللي وراه تبون j'en sais rien. بالك au-delà de la Méditerranée ça n'intéresse plus le peuple algérien. لازم نوصل بإننا نكتبوا دستورنا parce qu'on ne peut pas voir يعني نشوفوا une issue donc ما دخلناش في الحريات في العدالة في الدستور ومن بعدين نخيروا النظام السياسي تاعنا. ما يجيناش سي تبون même si ce تبون était légitime même si سي تبون الشعب انتخب عليه 90% dans des élections honnêtes ou libres ou transparentes. On ne veut pas d'experts. Et restez avec nous, Badr Eddine Guerfa. Alors, Rabah Titouche, militant politique, merci Rabah Titouche d'être avec nous. Rabah Titouche. Bonsoir Monsieur Benchenouf et bonsoir à vos invités. Bonsoir Fatah Titouche. Fatah, je rappelle que vous êtes un des activistes les plus connus dans le Hirak depuis son tout début. Alors, je voulais vous poser la même question sur cette initiative de M. Tebboune qui lance donc un comité d'experts chargé de lui faire des propositions pour une révision constitutionnelle. Votre sentiment sur cette histoire? Écoutez, Monsieur Benchenouf, la révision constitutionnelle, puis les élections législatives anticipées, c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà parlé comme étant des étapes de ce qu'a appelé l'ex-chef de l'État Ben Salah al-Khutta al-Muhkama, c'est-à-dire ce plan-là machiavélique préparé pour encore une fois essayer de redistribuer ces cartes de quotas à tous les partis et personnes désirant prendre une part du gâteau dans cette grande redistribution. Vos invités ont largement parlé sur comment se fait une constitution. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. C'est que, en fait, M. Benchenouf, sur les détails techniques de ce que va être notre constitution, je crois qu'il y a un large consensus, qu'il faudrait séparer les pouvoirs, qu'il faudrait une justice indépendante, qu'il faudrait redonner du pouvoir et des prérogatives au Parlement et redéfinir aussi les prérogatives du gouvernement comme étant un pouvoir exécutif. Mais en fait, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est le peuple, M. Benchenouf. Si pendant 57 ans, cette bande-là a réussi à nous maintenir dans une république bananière, c'est parce que le peuple a été écarté du pouvoir. Ce dont nous avons besoin, plus que tous les détails techniques, plus qu'une constitution qui serait la meilleure constitution du monde, nous avons besoin de réécrire un contrat social. Nous devons nous parler en tant que peuple, nous devons faire confiance à ce peuple, responsabiliser ce peuple. Ce peuple, cet élan populaire magnifique depuis le 22 février doit être concrétisé par la redéfinition d'un nouveau contrat social. Vous pouvez écrire une constitution qui plaira à tout le monde, sauf que cette constitution dans laquelle vous n'avez pas associé le peuple, dans laquelle il n'y a pas un débat formidable sur ce que nous sommes, sur les valeurs communes, sur ce que nous voulons être,
vous n'aurez rien fait. Nous avons besoin de force politique, nous avons besoin de revenir non pas à la légitimité, mais à la représentation et à la représentativité politique. Nous avons besoin d'avoir des partis politiques populaires ancrés qui représentent réellement le peuple. Et c'est à cela et uniquement cela de discuter sereinement sur l'avenir du pays. Et par exemple, un des envoyés du régime ou un des serviles du régime qui disait que cette constitution serait finalement une constitution progressiste. Attention, moi-même je me reconnais progressiste. Je ne veux pas d'une constitution progressiste. Je veux une constitution pour le peuple algérien, comme un islamiste ne voudrait pas une constitution islamiste. Nous n'allons pas refaire une constitution tous les 5 ans ou toutes les majorités. Nous avons besoin d'une constitution qui durera longtemps parce que ça serait le fruit de débats entre nous, de concessions, et ça serait ce contrat social. Et vous me donnez, Fatih Titouche, l'idée excellente, lumineuse d'une émission sur ce seul sujet. C'est effectivement très, très, très intéressant. Vous nous dites des choses absolument intéressantes. Restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Alors, Abdelwahab Zaatari, mais je vais vous demander d'aller un peu vite, tous les trois. Abdelwahab Zaatari, sur le V47, demain, comment le voyez-vous, surtout à Constantine, qui est en train vraiment dans le Hirak, qui est en train de s'amplifier chaque semaine davantage? Exactement, il va s'amplifier et il est en train de se renforcer par des revendications maintenant sociales de tout genre. Les citoyens algériens ont plus perdu confiance dans le système, même une partie des votants ont perdu confiance dans ce système quand ils ont vu quelle était la qualité des ministres et quelles sont les décisions qui vont suivre. Donc, pour le Hirak, je vais résumer en quelque chose. Les gens se sont soulevés pour libérer le pays de ces usurpateurs. Ils ne s'arrêteront que lorsque le pays sera libre. Pour résumer. Donc, la revendication populaire est là, elle va s'amplifier. Nous avons, tous les signaux sont positifs en faveur du Hirak. Le système militaire de quelques chefs militaires résiste au maximum, mais il doit céder parce qu'il ne pourra rien faire contre un fleuve historique. Donc c'est l'histoire le Hirak va dans la direction de l'histoire moderne et le système politique, il est complètement dépassé par les événements et il ne peut plus jouer jouer à falsifier l'histoire en disant que c'est les militaires qui ont décolonisé l'Algérie. Non, en 1954, il n'y avait pas d'armée en Algérie. C'est des citoyens, des civils qui se sont soulevés contre le colonialisme parce qu'ils ne supportaient plus l'humiliation et la pauvreté. Donc, il n'y a aucun pays qui puisse gagner une guerre en comptant uniquement sur ses militaires, comme si on veut séparer les Algériens entre civils et militaires, ce qui est faux. Les Algériens sont un seul pays des enfants. Et nous allons parler, Abdelwahab Zaatari, sur la suprématie du militaire sur le politique dans un petit instant. Ce sera notre dernier sujet. Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa sur ce vendredi 47 de demain. Une minute à la Constitution, je rejoins mon ami Fatah. Oui, nous voulons une constitution pour les Algériens, mais une constitution ni pour Tebboune, ni pour le FIS, ni pour le RCD, ni pour le MDS, ni pour personne, pour l'Algérie, Destour, il y a des centaines d'années pour le Destour. Bon, pour le V47, les Algériens les Algériens راهم مصممين عندهم مصممين باش يبقاو في الشارع باش يحققوا دولتهم نعطيك رمز يعني شوف كاع اللي خرجوا من السجون يسون ريتروفي ديريكتومون لو فوندردي دافون في الشارع في الحراك. انا شي وليدي اللي خرج من السجن افيك سون بير ميتنون il est dans une des wilayas في الجزائر في الحراك. moi mes enfants راح نكونوا في الحراك. on peut pas lâcher, on peut pas ما نجموش نكملوا cette merveilleuse révolution une fin en queue de poisson كما يقال. هاد l'apothéose
l'apothéose à la révolution, ça prendra le temps qu'il faudra, je le dis depuis des mois et des mois. Je vous rejoins, oui, il ne faut pas que nous soyons en système de réaction par rapport au régime. يعني لازم احنا كحراك كشعب كثوريين سلميين احنا لازم احنا نينوفي ولازم لو جيني تاعنا يخدم pour trouver لازم نلقاو اشياء. par exemple je vous dis un exemple, j'apprends hier مع des jeunes لقاوني maintenant pour l'organisation تاع الحراك les gens se mobilisent pour organiser le harak, pour éviter le balsagie, par exemple. Et normalement, ça doit continuer. Et restez avec nous. Je reviens à vous pour un dernier tour de micro. Fatih Titouche, nous allons devoir aller un peu vite sur cette question de suprématie du militaire sur le politique. Pour être plus précis, sur cette suprématie de quelques généraux de l'état-major sur tout le pays dans toutes ses dimensions politiques, sociétales, juridiques, exécutives, administratives, diplomatiques, tout. Oui, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, M. Benchenouf, c'est ce paternalisme-là, cette espèce de façon de faire qui écarte systématiquement le peuple des affaires de la cité, des affaires qui le concernent. Ces militaires-là, il y a un prolongement historique que vous connaissez. Alors, on a libéré le pays, puis on a... Donc, du coup, nous avons la légitimité historique, la légitimité révolutionnaire de prendre en main le pays. Sauf que 57 ans après, nous voilà continuer, poursuivre ce rêve de ceux qui ont été écartés finalement, de ceux qui ont réfléchi cet État, de ceux qui voulaient aller dans une démocratie, des gens qui ont libéré le pays et qui rêvaient d'une démocratie exportable à l'étranger qui serait la meilleure démocratie. Aujourd'hui, il est de notre devoir, à nous tous, aujourd'hui, de satisfaire finalement ce rêve cher à nos révolutionnaires, pas ceux-là, parce qu'ils ne l'étaient même pas. Parce que s'ils avaient été vraiment révolutionnaires, vraiment patriotes, ils auraient compris que la libération du pays, elle n'est pas venue par les décideurs, elle est venue aussi par le sang des Algériennes et des Algériens, de beaucoup d'oubliés qui ont libéré ce pays, des Moudjahidines, d'1,5 million morts. Donc du coup, à ce pouvoir-là, à ce pouvoir militaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne voudrais pas m'adresser à eux, je m'adresserais plutôt au peuple pour leur dire attention, attention, ne laissez personne décider à votre place. Sortez et n'écoutez surtout pas les gens qui maintenant essayent de normaliser, essayent de nous dire que finalement il faut être réaliste et il faut prendre ce qu'il y a. Non, rappelez-vous que Bouteflika et que le 5e mandat a été arrêté, que beaucoup ont été mis en prison, pas parce que ils avaient la volonté de les mettre, mais parce qu'ils voulaient les sacrifier pour rester encore au pouvoir, mais parce que nous avons été tous dans la rue et parce que nous avons maintenu la pression sur ce régime. Et ce n'est pas vrai que ces manifestations ne font rien. Sinon, ils n'auraient pas payé autant d'argent pour essayer d'étouffer cet élan populaire. Merci Tito, je suis désolé de vous avoir interrompu. Je vais revenir vers Abdelouab Zaatari et Badr Dinguerfa, mais vraiment 1 minute chacun et pas 1 seconde de plus. Je suis désolé. Abdelouab Zaatari, on arrive à la fin de cette émission sur la suprématie de l'armée dont vous avez un peu parlé tout à l'heure. Il faut céder le pouvoir aux civils. Il n'y a pas à discuter. C'est la base même de ce soulèvement populaire et de tous les soulèvements populaires depuis l'indépendance. Je voudrais attirer l'attention qu'il faut aussi essayer d'annuler les décisions économiques et commerciales qui ont été prises par un gouvernement illégitime et provisoire. La loi sur les hydrocarbures 51-49, l'autorisation d'emprunt des entreprises nationales, etc. Tout cela a été fait pour brader le pays en vue de ramener des ressources financières pour prolonger la durée de vie du système politique. Et donc, c'est très important à le point, je crois. Et merci Abdelouab Zaatari, Badr Dinguerfa. Merci de vous exprimer en moins d'1 minute sur la suprématie du militaire, ou plutôt de l'état-major, sur
tout le pays, sans plus de précision. السلطه للشعب هكذا قال الحراك وهكذا الحراك وهكذا تقول الثوره وهكذا يقول العقل. انا ننبه برك شعبنا وشبابنا والنساء لهم في الشارع هاد النورماليزاتور هذوك كاع دي زون بوليتيك من هنا وهناك يجوك نعيون فيها ذاك نو. هاد اللعبه تاع غير شويه دستور وندخلوا تشيئات البلديات سي دو ريسيكلاج حنا ما نقبلوش. احنا باذن الله اون كونتينيو دون لا سيرينيتي في الهدوء بالجيني تاعنا. احنا لازم باذن الله نوصلوا لافان تاع هذه الثوره باش نكتبوا دستور الجزائر ونبغي نختاروا نظامنا السياسي ومن بعد باش ندخلوا في دي زيليكسيون باذن الله. فيف l'Algérie ودوما le vendredi 47 nous sommes dans la rue مع شعبنا باذن الله pour continuer cette œuvre remarquable de ce peuple formidable. بارك الله فيك سي بدر الدين قرفة. ميرسي à vous, ميرسي عيسى رحمون, ميرسي عبد الوهاب زعتري, ميرسي أميرة بوراوي, ميرسي خالد زيرام, ميرسي علي بوشركة, ميرسي فاتح تيتوش, ميرسي مسعود الفتيسي, ميرسي عاقلة لازري. Nous n'avons malheureusement pas pu joindre Houssine Jidel, notre ami Hassan Jidel, que nous recevrons bientôt, Inch'Allah, sur ce plateau. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Encore une fois, j'aimerais rappeler toutes nos condoléances à la population de Ghardéa, à la famille Mohamed Abbas, à Mohamed Abbas, qui est en prison, qui n'a même pas pu assister aux funérailles de ses fillettes, qui a perdu toute sa famille, sauf son épouse, fort heureusement, qui a été sauvée in extremis, qui est encore souffrante. Et vous imaginez la douleur d'une maman qui vient de perdre ses 3 enfants. Et vous imaginez la douleur de notre frère Mohamed Abbas, qui a perdu sa famille, qui n'a même pas assisté à leur mise en terre. Vous imaginez un peu, ça vous laisse imaginer toute l'atrocité de ce régime, toute l'atrocité, toute la cruauté, toute l'inhumanité de ce régime. بارك الله فيكم. بقوا على خير. غدوة الجمعة 47 إن شاء الله تكون درس واحد آخر لهذا النظام. لا ربما ما تدريش بالك يحشموا الناس اللي مكونينه بالك يقولوا ما نجموش on peut plus continuer comme ça. احنا قاعدين نخدموا في الناس اللي ورانا مالين البرنيطه اللي عندهم حسابات واحد اخرى والملايير تاع الدولارات وخايفين على الاسرار تاعهم لا يخرجوا لو كان يروح منهم الحكم. هذا الشعب تاعنا هذا ما نجموش نكملوا كيما هك. لازم نرجعوا مع الشعب تاعنا وحنا كيف نهضروا معاهم ونكملوا نهضروا معاهم بالسلميه سلميه وبالخاوه خاوه. ما كان حتى فرق بيناتنا. نمشيو الكل بحاجه واحده. احنا جزائريين ونطلبوا دوله قانون, دوله تاع عداله اجتماعيه ونتاع كرامه وين واحد ما يحقر واحد. بقاو على خير. بسلامه.